Bonjour, on continue la lecture de notre livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. Merci de faire un like et de s'abonner à ma chaîne. Chapitre 14. Analyse de financement et liquidité de l'entreprise. Lorsque vous évaluez le mode de financement d'une entreprise, vous devez effectuer des analyses à la fois dynamiques et statiques. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, lors de sa création, une entreprise réalise deux types d'investissements. D'une part, elle investit pour acquérir des terrains, des bâtiments, des équipements, etc. D'autre part, elle réalise des investissements de fonctionnement, notamment des frais de démarrage et de constitution du besoin en fonds de roulement. Pour financer ces investissements, l'entreprise doit lever soit des fonds propres, soit des financements par emprunt. Les investissements qui génèrent initialement des flux de trésorerie négatifs doivent générer des flux de trésorerie positifs dans le temps. Après soustraction des retours aux bailleurs de fonds de l'entreprise, intérêts et dividendes, ainsi que des impôts, ces flux de trésorerie doivent permettre à l'entreprise de rembourser ses emprunts et éventuellement de verser des dividendes. Si le cercle est vertueux, c'est-à-dire si les flux de trésorerie générés sont suffisants pour faire face au paiement d'intérêts et de dividendes et au remboursement de la dette, l'entreprise pourra progressivement croître et au fur et à mesure qu'elle rembourse sa dette, elle pourra emprunter davantage. L'origine de l'illusion que les entreprises ne remboursent jamais leurs emprunts. À l'inverse, ça devient vicieux si les ressources de l'entreprise sont constamment immobilisées dans de nouveaux investissements ou si les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles sont chroniquement faibles. L'entreprise systématiquement a besoin d'emprunter pour financer ses dépenses d'investissement. Et il se peut qu'elle ne soit jamais en mesure de rembourser sa dette, sans parler de verser des dividendes. L'évaluation de ces questions est l'approche dynamique. Parallèle à l'approche dynamique, vous devez garder l'état actuel des finances de l'entreprise avec deux questions en tête. Compte tenu de la proportion des actifs de l'entreprise maintenus par des dettes bancaires ou autres et du free cash flow généré par l'entreprise peut-elle rembourser sa dette? Compte tenu de la structure partaine de la dette de l'entreprise court-elle un risque élevé d'illiquidité? C'est l'approche statique. Une analyse dynamique du financement de l'entreprise. Pour effectuer cette analyse, vous vous baser sur le tableau de flux de trésorerie. Le concept fondamental de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Le tableau de flux de trésorerie, comme nous l'avons déjà montré, est conçu pour séparer les activités opérationnelles des activités d'investissement et de financement. Ainsi, il présente les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, des activités d'investissement d'une part et des activités de financement d'autre part. Cette ventilation vous sera très utile lors de l'évaluation de l'entreprise et de l'examen des décisions d'investissement. Le concept de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, tel qu'il ressort du tableau de flux de trésorerie, est de plus haute importance. Il dépend de trois paramètres fondamentaux: le taux de croissance de l'activité de l'entreprise, le montant et la nature des marges opérationnelles, le montant et la nature du fonds de roulement, l'analyse du tableau des flux de trésorerie et donc le prononcement logique de l'analyse des marges de l'entreprise et de l'évolution du besoin en fonds de roulement. Analyser le tableau de flux de trésorerie revient à analyser la rentabilité de l'entreprise du point de vue de sa dynamique d'exploitation plutôt que de la valeur de ses actifs. Le free cash flow après intérêt est égal au flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, moins les flux de trésorerie liés aux investissements nets de cession d'immobilisation. Il intègre donc la politique d'investissement de l'entreprise. Le free cash flow après intérêt mesure, s'il est négatif, les ressources financières que l'entreprise devra trouver en externe auprès de ses actionnaires ou prêteurs
pour faire face aux besoins de trésorerie générés par ses activités d'exploitation et d'investissement. S'il est positif, l'entreprise sera en mesure de réduire sa dette, de verser des dividendes sans avoir à s'endetter ou même d'accumuler des liquidités pour ses besoins futurs. Le free cash flow après intérêt conditionnera donc la politique de financement. Voilà, on a vu dans les chapitres précédents cette notion de free cash flow qui est un concept très important en finance, et à partir du flux de trésorerie, on le calcule de la manière suivante. C'est le cash flow généré par les activités d'exploitation moins les investissements, nette décision de mobilisation. On prend ce montant qu'on a trouvé. S'il est positif, c'est que l'entreprise, c'est une décision à faire de financement, et la décision de financement se fait sur la base du free cash flow. S'il est positif, donc l'entreprise a un excédent, elle peut rembourser sa dette, elle peut distribuer des dividendes, elle peut investir davantage, mais s'il est négatif, c'est que une décision de financement s'impose. L'entreprise doit ou bien s'adresser à ses actionnaires pour une augmentation de capital, ou bien recourir à un emprunt bancaire ou obligataire. Comment l'entreprise est-elle financée? En tant qu'analyste, vous devez comprendre comment l'entreprise finance ses activités sur la période considérée. De nouveaux fonds propres, nouvelles dettes, réinvestir les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Les cessions d'actifs peuvent apporter des ressources financières supplémentaires. Vous devez vous concentrer sur 3 éléments pour cette analyse: les questions de fonds propres, la politique d'endettement et la politique de dividendes. Financement par émission de nouveaux fonds propres. L'entreprise a-t-elle appelé de nouveaux fonds propres à ses actionnaires au cours de la période? Et si oui, à quoi ont-ils servi? Pour réduire la dette, financer un nouveau programme de CAPEX. Vous pouvez également rencontrer la situation inverse, où l'entreprise rachète une partie de ses actions. C'est une manière de restituer de l'argent aux actionnaires. Dans ce cas, l'entreprise souhaite-t-elle modifier sa situation financière? N'a-t-il plus d'opportunités d'investissement? Financement par endettement. Analyser l'augmentation ou la diminution nette de l'endettement de l'entreprise est une question de structure financière. Si l'entreprise s'endette, le fait-elle pour améliorer sa structure financière? A-t-il manqué d'opportunités de croissance? Est-ce pour rembourser les emprunts constatés lorsque les taux d'intérêt étaient élevés? Si l'entreprise augmente son endettement, profite-t-elle d'une capacité d'endettement inutilisée, ou finance-t-elle un projet d'investissement colossal, ou réduit-elle ses fonds propres et bouleverse-t-elle au passage son équilibre financier? La politique du dividende. Comme nous le verrons, la politique du dividende de la société est également un aspect important de sa politique financière. C'est une information précieuse pour évaluer la stratégie de l'entreprise en période de croissance ou de récession. La politique de dividende de l'entreprise est-elle cohérente avec sa stratégie de croissance? La politique de réinvestissement de la trésorerie de l'entreprise est-elle en ligne avec son programme d'investissement? Vous devez comparer le montant des dividendes avec les investissements et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de la période. Comme vous le verrez plus tard, nous nous opposons fermement au principe suivant: le montant des dépenses d'investissement doit être limité au flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Non. L'entreprise doit continuer à investir dans de nouveaux projets jusqu'à leur rentabilité marginale soit égale au taux de rendement requis. S'il investit moins, elle sous-investit. Si elle investit plus, elle surinvestit, même si elle a les liquidités pour le faire. L'entreprise peut atteindre l'équilibre en faisant financer par les pôles vache à lait. Non. Avec le développement des marchés financiers, chaque division doit, dans la rentabilité et à la hauteur de son risque, doit pouvoir s'auto-financer. Une division vache à lait devrait reverser les flux de trésorerie qu'elle génère à ses apporteurs de capitaux. Étudier l'équilibre entre les différents flux de trésorerie de l'entreprise pour fixer des règles revient à considérer l'entreprise comme un monde à part entière. Cette approche
est diamétralement opposé à la théorie financière. Il va sans dire cependant que vous devez déterminer le cycle d'investissement qui peut supporter le cycle de financement de l'entreprise. En particulier, la capacité de remboursement de la dette demeure primordiale. Une analyse statique du financement de la société. En nous concentrant sur une période pluriannuelle, nous avons examiné comment les marges, le fonds de roulement et les programmes d'investissement de l'entreprise déterminent ces différents flux de trésorerie. Nous pouvons maintenant porter notre attention sur le niveau d'endettement actuel de l'entreprise à un moment donné et sur sa capacité à faire face à ses engagements tout en évitant les crises de liquidité. L'entreprise peut-elle rembourser ses dettes? La meilleure façon de répondre à cette question simple et fondamentale est de prendre le business plan de l'entreprise et de projeter les états de flux de trésorerie futurs. Ces relevés vous montreront si l'entreprise génère suffisamment de flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation pour qu'après avoir financé ses dépenses en capital, il lui reste suffisamment d'argent pour faire face à ses obligations de remboursement de la dette sans demander aux actionnaires de puiser dans leur poche. Si l'entreprise doit effectivement solliciter des fonds propres supplémentaires, vous devez évaluer l'appétit du marché pour une telle augmentation de capital. Cela dépendra de qui sont les actionnaires actuels. Une société avec un actionnaire de référence aura plus de facilité qu'une société dont les actions sont largement détenues, car cet actionnaire de référence, connaissant bien la société, peut être en mesure de souscrire à l'émission d'actions. Cela dépendra aussi de la valeur des fonds propres. S'il est proche de zéro, peut-être que seul un fonds venture sera intéressé. Naturellement, cela suppose que vous ayez accès au business plan de l'entreprise ou que vous puissiez construire le vôtre à partir de scénarios de croissance de l'entreprise. Les marges d'évolution du fonds de roulement et de nouveau probable de dépenses en capital. Les analystes et les banques prêteuses ont, entre-temps, adopté une manière rapide d'apprécier la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Le ratio de la dette nette sur l'EBITDA. Dette nette sur EBITDA. Il s'agit en effet du convenant financier le plus souvent utilisé dans le contrat de dette. Cette mesure hautement empirique est néanmoins considérée comme utile car l'EBITDA est très proche des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, compte tenu des variations du besoin en fonds de roulement, des intérêts et de l'impôt sur le revenu. Une valeur de 2,5 est considérée comme un niveau critique, en dessous duquel l'entreprise devrait généralement être en mesure de respecter ses obligations de remboursement. Si nous devions simplifier à l'excès, nous dirions qu'une valeur de 2,5 signifie que la dette pourrait être remboursée en 2,5 ans, à condition que l'entreprise arrête toutes les dépenses en capital et ne paie pas d'impôt sur les sociétés pendant cette période. Bien sûr, personne ne demandera à l'entreprise de rembourser toute sa dette en l'espace de 2,5 ans, mais l'idée est qu'elle le pourra si elle le devait. À l'inverse, des emprunts bancaires et autres emprunts financiers égaux à plus de 2,5 fois l'EBITDA sont considérés comme un endettement lourd et suscitent de sérieux doutes sur la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements de remboursement dans les délais prévus. Les LBO peuvent engendrer ce type de ratio lorsque la valeur du ratio dépasse 5 ou 6. La dette devient high yield, terme politiquement correct pour junk bonds. Naturellement, ces niveaux de ratio doivent être pris pour ce qu'ils sont, des indications et non des références absolues. Les banquiers sont plus enclins à prêter de l'argent à des secteurs dont les flux de trésorerie sont stables et hautement prévisibles, distribution alimentaire, services publics, immobilier, même sur la base d'un ratio dette nette sur EBITDA élevé. Qu'à d'autres où les flux de trésorerie sont plus volatiles, médias, biens, équipements électroniques. De plus, le prêteur sera sensible à la capacité effective de générer des flux de trésorerie. Ainsi, si les tableaux de flux de trésorerie passés montrent constamment des flux de trésorerie disponibles après frais financiers négatifs, les banques seront très réticentes à prêter, même si l'EBITDA est confortable.
Ainsi, lorsque la variation du besoin en fonds de roulement n'est pas négligeable par rapport au montant de l'EBITDA, le ratio dette nette sur EBITDA perd de sa pertinence. L'entreprise coûte-t-elle un risque de non-liquidité? Pour comprendre la notion de liquidité, considérons l'entreprise de la manière suivante. À un moment donné, le bilan présente les actifs et les engagements de l'entreprise. C'est ce que l'entreprise a fait dans le passé, sans prévoir de liquidation. Nous tentons néanmoins de classer les actifs et engagements en fonction de la rapidité avec laquelle ils se transforment en liquidité. Quand un engagement particulier entraînera-t-il un décaissement en espèces? Quand un actif particulier se traduira-t-il par un encaissement? Une entreprise est en liquide non liquide lorsqu'elle ne peut plus faire face à ses engagements prévus avec ses ressources disponibles. Pour faire face à ces engagements, soit l'entreprise dispose d'actifs qu'elle peut monétiser, soit elle doit contracter de nouveaux emprunts. Bien sûr, les nouveaux prêts ne font que reporter le jour de règlement jusqu'à la nouvelle date de remboursement. À ce moment-là, l'entreprise devra trouver de nouvelles ressources. La non-liquidité survient lorsque la maturité des actifs est supérieure à celle des passifs. Supposons que vous contractez un emprunt remboursable en 6 mois pour acheter une machine d'une durée de vie utile de 3 ans. La durée de vie utile de la machine est en décalage avec le remboursement prévu du prêt et les charges d'intérêt sur celui-ci. Par conséquent, il existe un risque de non-liquidité, notamment s'il n'y a pas de marché pour vendre la machine à un prix décent et si l'activité n'est pas rentable. De même, au niveau actuel des actifs, si vous empruntez des fonds sur 3 mois pour financer des stocks qui tournent de plus de 3 mois, vous courez le même risque, le risque de non-liquidité et le risque que les actifs deviennent liquides à un rythme plus lent que le rythme auquel les passifs devront être payés, car la maturité des actifs est plus longue. En un sens, la liquidité mesure la vitesse à laquelle les actifs se renouvellent par rapport aux passifs. Une entreprise non liquide n'est pas nécessairement tenue de déclarer la faillite, mais elle doit trouver de nouvelles ressources pour combler l'écart. Ce faisant, il perd une partie de son indépendance car il sera obligé de consacrer une partie de ses nouvelles ressources à des usages passés. En période de récession, elle peut avoir du mal à le faire, voire être acculée à la faillite. Merci pour votre attention et à la prochaine.